va, et toi? Je t'assure qu'il est accueillant, chaleureux et sérieux. Il me satisfait en temps réel. Raconte-moi tout. Je ne suis même plus obligée de me déplacer. Il est partout, disponible pour mon seul plaisir. Il me fait même faire des économies. Et je veux bien le partager avec toi. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais qui te gâte comme ça? Ta copine? Il s'agit du transfert d'argent C-Cash du Crédit communautaire d'Afrique. CCA? Oui, petit jaloux. Pour envoyer et recevoir de l'argent partout au Cameroun, il n'y a pas plus rapide et moins cher que C-Cash. Crédit communautaire d'Afrique. La finance au cœur des traditions africaines. Bonjour, que vous évoque Express Union? Vous voyez, mon commerce, c'est à Express Union que je le dois. Grâce à Express Union, mes enfants me viennent en aide pour le paiement de mon loyer. Mon bébé était malade, mais grâce à Express Union, son papa a pu réagir à temps pour les soins et les médicaments. Depuis plus de 15 ans, Express Union transfère la joie de vivre à travers tout le Cameroun. Express Union, le numéro 1 de l'envoi rapide d'argent. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa, bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale de Sans Rancune en Côte d'Ivoire. Nous sommes là, comme vous le savez, dans le cadre du Vox Africa Moving Tour. Et dans cette édition, nous recevons Mamadou Coulibaly, qui est le président de Leader. Et avec lui, nous allons parler de 3 sujets. Nous allons parler de la sécurité en Côte d'Ivoire. Nous parlerons également du grave problème du foncier. Et nous allons terminer avec l'épineux problème de l'identité nationale. Alors, avec votre permission, j'accueille, avant de découvrir Mamadou Coulibaly, ceux qui sont avec moi dans l'émission ce soir. Je commence par Paulin Ababi, ou bien Mbala Ababi. Paulin, bonsoir. Bonsoir Jules, bonsoir alors, téléspectateurs. Fidèle au poste, ouais, et là, très coloré. Hein, oui, grâce à un nom, Barros, on lui fait un petit coucou. C'est pour ça aussi qu'on est en Côte d'Ivoire. C'est l'une des grandes richesses de la Côte d'Ivoire. Effectivement. Voilà. Alors, à côté de Paulin, un de nos confrères ivoiriens, qui est journaliste à l'Inter, l'Inter qui est réputé être l'un des journaux neutres, hein, l'un des rares titres neutres à Abidjan, c'est Sébastien Kouassi. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Vous confirmez ce que je dis, l'Inter est bien neutre. Vous n'êtes ni bleu ni orange. Oui, on l'a toujours dit, on s'est départi de la bipolarisation de la scène politique. Et donc nous sommes médians, nous sommes neutres, indépendants. Est-ce que c'est vraiment possible, Sébastien Kouassi? C'est possible, nous ne cherchons pas à être... je veux dire, on cherche toujours à être objectif. Ou alors vous attendez... On cherche toujours à être objectif pour mieux gérer notre indépendance. Et là-dessus, je pense qu'on le réussit bien. D'accord, parce que comme Paulin le disait, c'est soit bleu, soit orange, soit vert. Peut-être que vous prendrez la couleur de Leader, qui sait? Bah, certainement pas, parce que nous sommes toujours au centre. Notre position est la meilleure, En tout cas, je pense que c'est louable, parce que ça nous fait plaisir de se rendre compte qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir un cas. D'information, mais pas d'opinion. Voilà. Le président Mamadou Coulibaly, nous en reparlerons tout à l'heure. Voilà, fait son entrée. Président, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je suis très flatté parce qu'on vous a reçu plusieurs fois sur Vox Africa. Vous étiez toujours en costume. Oui. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir la même chemise et je crois du même créateur. Du même créateur. Voilà, qui est Patéo, notre vieux père à qui on fait un clin d'œil. Moi, il les offre gratuitement. Ah oui, nous-mêmes, c'est pareil. Donc, voilà. Merci en tout cas. Je vous en Alors, prie. commençons immédiatement. Hein. Le président Alassane Ouattara était à Paris pour le sommet de l'Élysée sur la sécurité et la paix en Afrique. Et il a annoncé quelque chose que tout le monde savait déjà. Il sera candidat en 2015. Qu'en est-il de Mamadou Coulibaly? Si les conditions sont remplies, il n'y a pas de raison que le président d'un parti politique ne puisse pas être candidat en 2015 contre Ouattara. Ouais, je l'ai annoncé presque en même temps que lui, il y a plusieurs mois de cela, puisque lui, 30 mois avant les échéances électorales, il s'est déclaré candidat. Alors, je lui ai fait savoir aussi, en tout cas, que Leader aura un candidat et je serai candidat, sauf si il y a cette coalition que j'appelle de tous mes voeux en face de lui et que cette coalition désignait un autre candidat, je m'alignerai. Mais
Koulibaly sera candidat contre En tout cas, renseignez-nous davantage. Ça veut dire que pour votre position en 2015, vous voulez une coalition de l'opposition ivoirienne contre le régime en place. Oui, l'opposition ivoirienne aujourd'hui est relativement faible, divisée. Aucun des partis d'opposition tels que je les vois ne serait capable de gagner contre la coalition au pouvoir. Et si nous voulons gagner, il serait bien qu'il y ait une coalition et de la société politique et de la société civile et de tous ceux qui, des individus, pensent que Ouattara ne mérite pas un second mandat. D'accord. Oui. Nous sommes à sans rancune. Nous savons qu'en politique, la rancune est assez ténace. Vous parlez de faiblesse tantôt de la coalition ivoirienne. Est-ce que vous n'avez pas personnellement contribué à cette faiblesse en quittant le FPI, je veux dire? Ah non, pourquoi? Je passe mon temps à expliquer que je n'ai pas quitté, que j'ai été chassé. Vous êtes ivoirien, vous le savez. Oui, mais le mot est plus fort. Chasser, je pense que les conflits internes, les clivages internes dans un parti politique, c'est ce qui fait le charme de la politique. Les clivages internes ne m'ont pas chassé puisqu'ils ont toujours existé au sein du FPI. Oui. Et d'ailleurs, tant qu'ils existaient, qu'il y avait le débat, moi, j'avais aucun souci avec. Mais quand, à la fin, en mi-2011, on m'explique que je suis mal vu, qu'on ne m'a jamais fait confiance en réalité, parce que ce sont mes parents qui sont au pouvoir et que j'étais un infiltré et que, bon... Alors là, ça remet tout en cause. Je voudrais peut-être pas qu'on s'enlise. C'est plutôt une fuite en avant parce que l'héritage était certainement lourd pour Mamadou Koulibaly. Oui, les gens peuvent avoir leur jugement. Ils parlent de quel héritage, au fait? Gbagbo étant déjà, après ces 10 ans de pouvoir, un jour ou l'autre, Mamadou Koulibaly était vu en pole position pour succéder à Gbagbo. Et là, Mamadou Koulibaly dit au revoir non seulement aux camarades de Gbagbo, mais au président Gbagbo. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant, les raisons que vous donnez? Je ne comprends pas la fuite en avant. Oui, les raisons des clivages internes, les gens qui vous chassent. Je pense que les politiciens, c'est tout cela. La carapace, chez vous, ça n'existe pas. Enfin, si je veux mettre un peu de l'eau dans la carapace, ça existe, oui. Mais il y a des épaisseurs qui ne sont pas supportables. La carapace existe quand vous voyez, vous regardez dans la même direction, quand vous croyez aux mêmes valeurs, quand vous êtes déterminé de la même façon. Mais quand certains vous disent que nous, la direction, c'est Gbagbo, on bloque là tant qu'il n'est pas venu. Nous, le programme, c'est Gbagbo, on ne dit rien tant qu'il n'est pas venu. Peut-être que cela contribue à une stratégie politique. Écoutez, on pourra discuter de ces questions-là, mais l'ordre du jour présenté ne tenait pas compte du FPI et de Koulibaly. Mais on peut en parler. Sortons de là. Sinon, on peut faire 4 heures là-dessus. Oui, je vous promets, on y sort très rapidement. Sébastien nous a permis d'ouvrir la boîte de Pandore, mais ce n'est pas plus mal. Quand vous parlez d'une coalition, c'est avec qui? Avec forcément le FPI, qui est aujourd'hui, avec tous ceux qui le souhaitent, le principal parti de l'opposition ivoirienne. Donc, vous êtes prêt à vous allier avec le FPI, par exemple? Moi, je suis prêt à m'allier à tous ceux qui veulent faire de l'opposition face à Ouattara. Maintenant, ceux qui disent, nous, on ne s'oppose à Ouattara que si Gbagbo Laurent est parmi nous, à mon avis, ils ne font pas de l'opposition. Ils attendent le retour de Gbagbo Laurent. Ce qui n'est pas mon cas et ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de gens. Oui, à propos de votre candidature, si j'ai bien compris, vous dites, si Ouattara est candidat, vous serez candidat. Non, Ouattara est candidat. Ouattara est candidat. Voilà. Je dis que moi, je serai candidat, sauf s'il y a voici justement la question. Alors, vous êtes candidat contre Ouattara ou pour l'émergence d'une Côte d'Ivoire? On a envie de comprendre. Je suis candidat pour l'émergence, pour la rupture avec les vieux démons de la Côte d'Ivoire. La rupture avec les vieux démons de la Côte d'Ivoire. Ouattara sera candidat ou il y aura un autre candidat du RHDP ou du bloc Ouattara, peu importe. Mais pour moi, quelle que soit la candidature, il faut que l'opposition qui veut rompre avec les vieux démons, le tribalisme, l'ethnicisme, le népotisme, la mauvaise gestion, la guerre, la déchirure dans notre pays, l'opposition qui veut rompre avec cela, moi je suis avec ce groupe. Alors permettez, commençons avec les sujets qu'on a annoncés, parce que pour que le président Koulibaly puisse justement nous expliquer un certain nombre de choses, on va commencer par celui qu'on peut considérer comme le plus sensible, c'est la question de la sécurité. Bon, les autres le sont autant.
quelle est la situation sécuritaire aujourd'hui? Parce qu'au niveau du pouvoir en place, on nous dit on est passé de 4 points à 1,5 et que les indices, notamment des Nations Unies, qui étaient très alarmistes, sont maintenant très, très optimistes. Donc, sans triomphalisme, le pouvoir en place nous dit que la Côte d'Ivoire est un pays sécurisé, où on peut aller de gauche à droite et aller où on veut. Est-ce que vous confirmez cet état des choses? Non. Non, je ne confirme pas. C'est vrai que quand on est à Cocody, quand on est au Golfe, quand on est au Val d'Oyer, on a l'impression que la Côte d'Ivoire est sécurisée parce que bon, c'est le quartier chic d'Abidjan. Mais même là, il faut demander à ceux qui n'ont pas de garde prétorienne, ils vous diront que toutes les nuits, un avocat membre de la direction de Leader, il n'y a pas une semaine, s'est fait casser sa porte chez lui à la maison. Sa femme et ses enfants ont failli se faire violer. Ils ont tout ramassé et puis ils sont partis. Des gens en armes, Kalachnikov, armes de guerre. Alors, ne me dites pas que la sécurité est revenue. C'est vrai que, contrairement à 2011, 2012, on n'a pas 50 000 barrages dans les rues, mais l'insécurité règne toujours. Laissez tomber même à Abidjan, regardez les différents rapports des Nations Unies sur les exactions commises par les Dozo, et vous comprendrez qu'on est loin encore de la sécurité. Laissez tomber les Nations Unies. Écoutez Alassane Ouattara lui-même à Korogo en train de dire je sais qu'il y a encore 65 000 ex-combattants armés, je n'ai pas de solution pour eux, je sais qu'ils se sont tous transformés en coupeurs de route, je ne sais pas quoi faire, mais patientez, si on me donne un second mandat, je vais créer des emplois pour vous. On comprend qu'il n'y a pas la sécurité. Les Dozo, ils sont 60 000. Les ex-combattants, 65 000. Mais Monsieur le Président Ouattara, lui, il a 4 000 personnes de sa garde prétorienne, de forces spéciales qui le sécurisent. Ces 4 000 personnes coiffées par une sécurité encore plus forte offerte par Licorne, et puis tout ça légitimé par les forces onusiennes. Lui, il est tranquille. Mais demandez aux populations des zones CNO, rapport de la FAO, les bonhommes, c'est plus de 500 000 personnes qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire parce que pendant 10 ans, les FAFN qui ont occupé cette zone ont terrorisé les populations, ont pillé les réserves, les gens sont allés en exil, ne sont pas encore revenus ou sont revenus, se sont mal adaptés, et puis la production agricole a totalement baissé et les gens sont en train de mourir de famine. Alors vous le dites vous-même, après vous le dites vous-même, il y a des ex-combattants qui sont désignés avec des coupeurs de route, si vous voulez, d'autres jeunes peut-être qui sont en manque d'emploi et qui sèment donc cette situation de l'insécurité en Côte d'Ivoire, mais le programme du gouvernement ivoirien a vu de réinsérer, de reconvertir ou de démobiliser quelques-uns d'entre eux est en cours. Et il me semble bien que la volonté gouvernementale est de limiter cette insécurité en Côte d'Ivoire. Non, la volonté gouvernementale, c'est de transformer cette insécurité en instrument d'exploitation des élections futures. Vous avez, retenez bien les chiffres, 4 000 forces spéciales pour Ouattara. 60 000 Dozo qui sont partout dans le territoire ivoirien, qui contrôlent les routes, qui sont les seuls aujourd'hui à porter des armes sans être inquiétés par les FRCI. Vous avez à côté 65 000 ex-combattants qui sont en treillis, en tapette, qui ont des calaches, mais qui ne sont recensés nulle part pour le moment. Vous avez à côté 50 000 FRCI officiellement reconnus, gendarmes, policiers et militaires. Et douane parfois aussi. Dans le lot, les douaniers sont considérés comme des agents du ministère des Finances, mais dans le lot, on dit qu'on fait le désarmement et la réintégration. On prend 2000 FRCI, 2000 ex-combattants sur 65 000, et puis on leur donne des papiers, ils sont devenus douaniers, sans concours, sans examen, sans test de niveau, rien. Et puis, ils vont à la douane, qui est un corps paramilitaire. Ils sont en treillis, ils ont des armes. Et ces 2000 personnes gardent leur Kalachnikov et sont considérées comme réintégrées. Et on
n'a rien fait. On a juste déplacé des ex-combattants et on les a mis dans un corps Mais est-ce que c'est pas... paramilitaire. Je voulais, Président Mamadou Koulibaly, est-ce que ce n'est pas un début? Parce que, comme vous le savez, le processus de démobilisation, de réinsertion n'est pas aussi facile. Et c'est une tâche fastidieuse. Est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a les moyens de mener une telle opération? La Côte d'Ivoire n'a pas les moyens de mener une telle opération. Parce que si vous écoutez le discours du gouvernement, depuis le début, depuis avril 2011, ils ont toujours le même nombre d'ex-combattants à désarmer. Toujours les 65 000, ça ne change pas. Et pourtant, 2000 à la douane, 2000 parmi les gardes pénitentiaires, 2000 parmi les eaux et forêts, mais ce sont des gens qui gardent leur treillis et leur calache. C'est un bon début pour avoir une armée de réserve pour contrôler les élections. Est-ce que la difficulté, si vous permettez, parce qu'on est justement sur les ex-combattants, la difficulté de leur réinsertion ne réside justement pas du fait qu'ils ne sont pas facilement identifiables, parce qu'il faut le dire, ces ex-combattants ne datent pas que d'après la crise post-électorale de 2010, elle va un peu plus loin et donc on ne sait pas toujours si ce sont des Ivoiriens qui font partie de ces 65 000 ex-combattants. Ça date un peu plus de loin, 2000 ou 2002 par là. Ça date et puis ce n'est pas complet, parce que les 65 000 ne concernent que les ex-combattants pro-Ouattara. Il faut aussi ne pas oublier qu'il y a des ex-combattants anti-Ouattara, ceux qu'on a appelés les miliciens pro-Gbagbo de l'époque, qui, eux, ont peur de se faire connaître parce qu'ils se disent on va régler nos comptes, donc eux sont encore là. C'est un problème compliqué, c'est un problème pas simple, mais le début et la façon de traiter n'est pas la bonne façon. On ne peut pas intégrer toutes ces personnes dans la fonction publique. Si vous regardez la masse salariale, l'argent que l'État utilise pour payer les fonctionnaires, en 2000, on était à 500 et quelques milliards de francs. Là, aujourd'hui, on est à 1039 milliards. Alors, ça, c'est pour les fonctionnaires. Mais ça ne veut pas dire qu'on a recruté un grand nombre de médecins, d'instituteurs, de professeurs, de sages-femmes. Non, on a recruté beaucoup de militaires, de gendarmes, de policiers. C'est peut-être ça le prix de la sécurité. Le prix, c'est les augmentations d'impôts, ce sont les déficits budgétaires, c'est l'augmentation du prix du pétrole, du riz, du ciment et sur les marchés et le coût de la vie. Mais je voudrais qu'on revienne à la sécurité. Vous noircissez assez... J'allais dire mal le tableau. Comparé à la situation du 11 avril 2011 jusqu'à... Nous sommes en 2014, on va dire. Vous ne voyez pas les efforts que le gouvernement Ouattara fait pour améliorer la sécurité? Je n'ai pas dit que je ne vois pas les efforts. Oui, mais là, vous peignez tout en noir, comme s'il n'y avait rien. On voit les efforts. Je dis qu'on n'a plus les 11 000 barrages sur les routes. Oui. Mais si vous sortez d'Abidjan, vous avez toujours des ex-combattants qui mettent des barrières sur la route, font payer les transporteurs. Oui, mais mon problème à moi... Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que cette situation hérite du pouvoir ancien? Mais dans ce cas, Ouattara n'avait pas besoin d'être président, il n'avait qu'à laisser le pouvoir ancien en place. Oui, mais il vient pour corriger une situation, je pense. Mais quand on veut corriger une situation en place, on ne fait pas les mêmes erreurs que son prédécesseur pour dire après, taisez-vous parce que mes prédécesseurs le faisaient. Alors, il n'y avait pas de raison de faire une campagne électorale pour le changement, il n'y avait pas de raison d'aller à des élections pour le changement, il n'y avait pas de raison de faire une guerre pour le changement si c'était pour venir refaire la même chose que ses prédécesseurs. Mais quel est, en termes de solution, vous critiquez certes, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Il y a 65 000 ex-combattants qui sèment la zizanie à travers le pays, il y en a d'autres. On commence quand même par un programme, je crois c'est l'ADDR, quelque chose de ce genre, et le responsable Quelle est la solution précise à votre Alors, avis? il y a 3 volets à cette question. Quelle est la solution pour leader? Moi, j'aurais été à la place de Ouattara. Oui. Je n'aurais jamais mobilisé les jeunes pour prendre les armes et puis venir m'asseoir au pouvoir. On n'y est plus, hein? Il y a déjà les 65 000. Vous demandez, donc je n'aurais pas eu, il a dit que des leaders, je prends ça, je n'aurais pas eu 65 000 ex-combattants à gérer. J'aurais eu des jeunes sans emploi. Et maintenant que je les ai, parce que j'ai été obligé de faire cela, j'aurais tout de suite annuler la TVA. Non, mais ce n'est pas honnête. Les 65 000 ex-combattants ne datent pas de la crise post-électorale. Si je vous parle tantôt d'héritage. On ne peut pas. Je parlais tantôt d'héritage. Si vous voulez qu'on parle d'héritage, les 65 000 viennent d'où? C'est d'abord le MPIGO, le MJP, le MPGI, MPCI,
qui ensuite se sont transformés en forces armées des forces nouvelles, qui par la suite, pour la bataille d'Abidjan, sont allés recruter des jeunes pour venir se battre. C'est ça, les 65 000. Mais nous sommes en guerre, professeur, il y a forcément deux camps. Vous ne citez pas non plus les miliciens, pourquoi? Mais parce qu'ils ne font pas partie des 65 000. Oui, ils sont combien à votre avis? Je vous dis que dans les 65 000, il n'y a que les ex-combattants pro-Ouattara. Et les miliciens. Et je vous ai signalé qu'il y a les ex-combattants anti-Ouattara. Pro-Gbagbo et ils ne sont pas recensés, j'en ai aucune idée. Mais ils sont nombreux, ils sont là. D'accord. Et je vous ai signalé cela, vous avez suivi. Il y a eu des campagnes où certains ont été recensés. Peut-être pas l'ensemble, mais il y a eu certains. Écoutez, vous me demandez quelle est la solution pour le 65 000 n'appartiennent pas. Vous me demandez... Alors, la solution. Non. Monsieur Kwasi. Les 65 000, ce sont les ex-combattants de Ouattara. Bon, allons-y. Si vous ajoutez les ex-combattants pro-Gbagbo, vous dépassez les 100 000. Mais on n'a pas de chiffre exact. On n'a pas le chiffre exact. Pour le moment, ce que le gouvernement traite, ce sont les ex-combattants, mais pro-Ouattara. Ce ne sont pas les autres. Hein. Il y a 60 000 Dozo à traiter, 65 000 ex-combattants pro-Ouattara à traiter. Et je vous ai dit que les autres ex-combattants qui ne sont pas pro-Ouattara ont peur de se faire recenser. Permettons au président Mamadou Koulibaly de nous dérouler la solution. Moi, comment on sort de cette impasse? Je vous dis, donc, premièrement, je n'aurais pas fait cette guerre. Deuxièmement, j'ai été obligé de la faire. Je me retrouve avec des ex-combattants qui sont là. Je leur aurais demandé, vous étiez forgeron, mécanicien, étudiant, artisan. Je vous ai appelé pour venir vous battre, pour que l'ordre soit rétabli tel que je l'ai vu, moi. Maintenant, le combat est terminé, retournez à vos affaires. On vous recense, vous êtes automatiquement mis à la retraite des troupes. Et puis, on vous verse une pension mensuelle, s'il faut perpétuelle, de quelques milliers de francs. Vous rentrez chez vous, vous reprenez vos activités habituelles. Je ne leur aurais pas promis de les intégrer à la fonction publique parce que le budget de l'État n'aurait jamais supporté cela. Mais les deuxième solution, pendant que je dis ça aux ex-combattants, j'appelle les industriels, les entrepreneurs, les créateurs d'emplois. Je leur dis très bien, on sort d'une situation de crise. Moi, j'ai besoin que vous, industriels, vous créiez des emplois pour ces jeunes. Pour vous faciliter le travail, je vous autorise, je vais faire des lois pour autoriser le hors-taxe, hors-douane des différentes marchandises. La TVA, je la baisse pour que vous puissiez tout de suite créer des emplois pour ces jeunes. Et puis, dernière chose, j'aurais dit aux Nations Unies, puisque vous êtes là, je n'ai pas d'armée, et ce ne sont pas avec les ex-combattants que je vais construire une armée, et j'ai besoin de mettre en place une vraie armée. Alors, vous, Nations Unies, communauté internationale, aidez-moi à transformer avec ce que j'ai déjà comme militaire, professionnel et quelques appelés, aidez-moi à transformer cela en une vraie armée. Voilà ce que j'aurais fait. Je n'aurais pas dit à ces jeunes, venez, je vais vous en faire. Est-ce que le président Mamadou Koulibaly, tout ce programme, combien de temps? Vous avez juste 5 ans. Mais ce que 4 ans. Alors, je vais vous dire, réunir les jeunes et puis leur dire, vous vous êtes battus, maintenant c'est fini, rentrez à la maison, vous avez vos listes. Chaque mois, l'État va vous verser 20 000 francs. Ça ne prend pas 20 ans. Oui, mais ça, ce n'est pas aussi acquis, comme vous le dites. Vous me demandez. Je voulais justement dire. Deuxièmement. 20 000 francs, quelqu'un est prêt à déposer son arme? Moi, je voulais dire, président Koulibaly, on sait qu'il y a un marché de la guerre. On sait que justement, ces jeunes qui ont vu le fruit de la rébellion. Oui. Et vous savez aujourd'hui que beaucoup d'anciens, enfin, des anciens rebelles, si on peut dire comme ça, roulent carrosse aujourd'hui, ont un train de vie ultra élevé. Vous répondez à la question de Kwasi. Est-ce que vous allez justement demander à ces gens qui voient qu'avec leur Kalachnikov, en braquant des familles, ils gagnent beaucoup plus d'argent, vous allez leur promettre 20 000 francs? Si j'ai été leur chef de guerre, si je leur ai demandé de venir se battre avec moi, si je ne leur ai pas promis qu'après la guerre, j'allais les intégrer à la fonction publique, moi, je le leur aurais dit. Je le leur aurais dit. Maintenant,
que vous me dites qu'ils ne vont pas déposer les calaches, mais ça dépend de ce que je fais en haut. Si moi-même, autour de moi, président Koulibaly, il y a les Comzones, les chefs de guerre qui sont là, que je ne suis pas capable de mettre de l'ordre là-dedans, que je prends des adjudants, je les nomme colonels, que je prends des caporaux, je les nomme préfets de région, que je prends... Alors, si je fais ça, je donne un mauvais exemple aux jeunes qui ont pris la calage pour se battre. Est-ce que le président Ouattara avait vraiment le choix? Vous savez que quand vous prenez... Il a le choix. On a vu un peu ce qui se passe. Quand vous prenez le pouvoir par la force, après c'est difficile de régler tous les problèmes, notamment au niveau de l'armée. C'est pour cela qu'il ne faut pas prendre le pouvoir par la force. Je vous ai dit en première hypothèse, je n'aurais pas fait ça. Mais si je l'ai fait, j'allais me comporter en vrai chef de guerre de bout en bout. Mais il était, si vous voulez, contraint face à la situation. Non, il n'était pas contraint. Et Ouattara avait l'appui des militaires de l'ECOMOG. Il avait l'appui des militaires des Nations Unies. Il avait l'appui des forces françaises. Et ce ne sont pas ces combattants qui ont conclu la victoire. Ce sont les forces françaises, les forces onusiennes qui ont conclu la victoire. Ils n'avaient pas besoin de mobiliser des milices ethniques pour venir prendre le pouvoir. Ça, je ne suis pas d'accord. Ils sont venus sous mandat onusien. Bien sûr, donc ils avaient un mandat... Ça dépassait Ouattara, j'allais dire. Mais elles étaient là pour l'installer au pouvoir. Officiellement. Oui, mais donc ils n'avaient pas besoin d'aller ramasser nos frères des villages pour leur dire « Venez, vous allez vous battre après, je vais faire de vous des fonctionnaires ». Oui, mais ce n'est pas Ouattara qui les a ramassés. Mais disons quand même aussi... Il y a eu une situation de rébellion. Non. On ne va pas refaire l'histoire. Non. M. Kwasi, il y a eu la rébellion MPIGO, MJP, MPCI. Les forces armées des forces nouvelles. Et lorsque, entre décembre 2010 et mars 2011, M. Ouattara au Golfe a commencé à marcher avec ses troupes sur Abidjan, ce ne sont pas les forces armées des forces nouvelles seules qui ont marché, ils ont fait du recrutement dans les zones rurales, dans les zones urbaines, et c'est ce recrutement qui pose problème. Les 60 000 ex-combattants, ce sont ces jeunes devant lesquels on allait ouvrir des caisses de Kalachnikov pour dire « Prenez, allons nous battre, allons nous battre ». Et il ne fallait pas le faire puisqu'on avait déjà les forces françaises, les forces onusiennes qui avaient un mandat précis, qui sont des militaires professionnels, qui avaient pour mandat aller installer Ouattara dans son droit. Alors, essayons d'avancer, Sébastien Kwasi Polambala, pour sortir de la question de la sécurité, parce qu'on est là pour essayer de voir des solutions. Parce que le diagnostic, il est là, tout le monde le fait, y compris le régime en place, l'opposition que vous représentez sur ce plateau et même les observateurs. Maintenant, la clé, c'est comment sortir la Côte d'Ivoire de cette situation insécuritaire. Vous avez développé vos solutions qui nous semblent, pour moi, un peu insuffisantes. Est-ce qu'il ne faut pas que la communauté internationale s'y mêle réellement? Parce que pour démobiliser, en apportant peut-être des moyens. Mais elle le fait déjà, non? Est-ce que c'est suffisant? Si je peux ajouter, Jules, parce que un responsable l'AD a indiqué qu'il fallait à peu près 90 milliards ou 92 milliards pour envoyer ces jeunes à la vie civile. Et l'État ne peut y mettre que 20 ou... voilà, il faut les moyens justement. Et comment et ces 90 milliards, est-ce qu'il vous a expliqué la stratégie d'utilisation de ces 90 milliards? Non, mais la reconversion de nombre de ces jeunes dans la vie civile, dans les domaines de l'artisanat... Comment est-ce que l'État peut reconvertir des gens dans une activité civile à coût de 90 milliards? Ces 90 milliards... Ils sont 65 000. Vous les faites en réduction d'impôts, de réduction de taxes, facilité d'exportation et d'importation pour les industriels, les commerçants, pour l'économie, ces 65 000 vont avoir du travail. Si vous les faites en appui budgétaire pour créer des centres de formation, pour donner de l'encadrement aux gens, ça va rentrer dans les 4x4 et les séminaires et ça va disparaître. Au même moment, vous avez des priorités, l'éducation, la santé. Où est-ce que vous trouvez tout cet argent? Si la communauté internationale est capable de mobiliser 90 milliards pour la Côte d'Ivoire, moi je dirais, mettez-les dans l'éducation et la santé, pas dans le DDR. Le DDR, sa solution, c'est l'emploi. Alors sortons, chers confrères, de ce sujet. Président Mamadou Koulibaly, j'ai envie de dire que ce que vous développez
Pourquoi est-ce que, selon vous, le président Ouattara ne le fait pas? On sait qu'il est économiste, donc il doit connaître tout ça, comment créer l'emploi, comment... On attendait beaucoup de lui. Est-ce que vous pensez qu'autour de lui, et même lui-même, ne sait pas qu'il faut peut-être baisser la TVA, qu'il faut... Est-ce que vous voulez dire qu'il manque de volonté de sécuriser la Côte d'Ivoire? Voilà, c'est ce que j'essaie de démontrer. Le président Ouattara pense que l'emploi ne peut se créer que si le gouvernement crée des emplois directement. Si lui, en tant que président de la République, décide d'intégrer des jeunes dans la douane, dans la police, l'armée, la gendarmerie, s'il décide d'en transformer dans le corps de l'administration territoriale, et c'est ce qu'il est en train de faire, mais ce n'est pas de l'emploi, c'est de la fonction publique. Et ce que je lui dis et ce que je vous dis là, ça ne suffira jamais pour... Si vous mettez 65 000 jeunes dans la fonction publique, vous faites éclater le budget de l'État et fin janvier, Ouattara ne pourra pas payer les salaires. Est-ce que le fait n'est pas d'assainir d'abord enfin, si vous voulez apporter un peu plus de sérénité sur le plan sécuritaire et donc drainer à la fois des investisseurs, je vais dire étrangers et même nationaux? Tout à fait. C'est ce que je dis. C'est pour ça qu'on intègre alors les 65 000 Non. Ce sont les investisseurs, les entrepreneurs qui vont intégrer les 65 000. Et pour que ces investisseurs viennent, il faut faire des réductions fiscales, il faut balayer la TVA, il faut mettre de l'ordre dans la justice, que les juges soient corrects. Et puis vous verrez, les gens vont venir avec leur argent créer des usines, ces jeunes-là. Et si le jeune qui a sa calache, parce que ça lui permet chaque jour d'avoir 50 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs pour manger. Si il a sa calage, qu'il se rend compte qu'en zone industrielle de Koumassi, de Yopougon ou de Boaké, il y a des emplois qui se créent, que lui est parti, qu'on l'a recruté, et 2-3 jours, il travaille, à la fin du mois, on paye. Si en ce moment-là, on leur dit, bon, allez donner vos calaches, ils sont à Niamey, ils ont 4 ou 5 calaches à la maison, ils vont déposer. Mais si il ne vit que grâce à la calache et que vous lui dites déposer la calache alors que leurs copains et chefs qui sont en haut, vous faites leur promotion, les bonhommes se pavanent, ce sont les nouveaux riches, mais ne dites pas aux petits là de déposer leur fusil, donnez-leur du travail et ce n'est pas l'administration publique. Parlons du foncier à présent, parlons du foncier parce que c'est l'un des autres gros problèmes. Il y a une volonté de réforme de la loi foncière, du pouvoir. Quel est le problème que vous pose cette volonté du président Ouattara de réformer le foncier en Côte d'Ivoire? Vous voulez dire ce manque de volonté du président Ouattara? Enfin, je ne sais pas si c'est un manque de volonté. On a une loi sur le foncier rural en Côte d'Ivoire qui date de 1998, qui dit, tous les partis politiques à l'Assemblée à l'époque l'ont voté. FPI, PDCI, RDR, tout le monde y était. Ils sont allés en campagne, ils l'ont adopté. Sauf que 10 ans, 20 ans après, cette loi n'a pas été appliquée. Et ils reviennent nous dire, le gouvernement en tête, que la loi est bonne, simplement on ne l'a pas appliquée, donc il faut la reconduire. La loi dit quoi? Premièrement, moi, État de Côte d'Ivoire, je reconnais que les terres de Côte d'Ivoire que j'ai proclamées à l'indépendance comme propriété de moi, État de Côte d'Ivoire, étaient de l'usurpation. Je n'avais pas le droit de prendre vos terres, donc je reconnais, elles sont à vous, vous, peuple de Côte d'Ivoire. Deuxièmement, il faut donc que je reconnaisse, une fois que j'ai reconnu ces droits coutumiers que vous avez, il faut que je vous rétrocède vos terres. Troisièmement, mais je ne rétrocéderai vos terres que si vous m'apportez la preuve qu'effectivement, elles sont à vous. Et cette preuve, vous pouvez l'obtenir auprès de l'administration publique, donc auprès de moi, l'État. Et j'attesterai qu'elles sont à vous si, entre-temps, vous avez mis ces terres en valeur. Si vous ne les avez pas mis en valeur, bon, elles ne sont pas à vous. Et je vous donne 10 ans pour venir m'apporter les preuves qu'elles sont à vous. En 98, voté, 2008, personne n'a pu aller prouver et puis avoir un titre foncier. Ouattara vient, il dit, bon, la loi n'a pas été appliquée, on va l'appliquer. Donc je reconduis 10 années supplémentaires, apporter les preuves qu'elles sont à vous et je vais vous les rendre. C'est un manque de volonté. Et dans le même temps, pendant qu'on dit ça, le peuple de Côte d'Ivoire, spolié de ses terres aux mains de l'État, le même État appelle des investisseurs pour leur dire, j'ai de la terre ici que je peux mettre à votre disposition. Vous allez dans le nord, prenez 300 000 hectares, vous allez dans l'ouest, prenez 200 000 hectares, vous à l'est, 100 000 hectares, et c'est l'État qui met ces terres à votre disposition. Mais
cher monsieur, quand moi, l'investisseur, je me présente au nord, le ministre Abidjan me dit qu'on met à ma disposition 300 000 hectares. J'arrive là-bas, mais il y a 50 ou 60 villages avec des populations qui, elles, pensent que depuis des millénaires, ces terres-là sont à elles. Et moi, j'arrive que l'État m'a dit de mettre en valeur, je vais faire du riz. Conflit ethnique, conflit foncier, et puis on est reparti. Cette loi n'est pas bonne. Il faut la modifier, il faut la rejeter, il faut la refaire. Qu'est-ce que l'idée propose dans ce cas? Alors, la première des choses dans tous les pays, quand on veut régler les problèmes fonciers, c'est de faire le cadastrage. Vous ne pouvez pas régler un problème foncier sans faire. Et le cadastrage, ça veut dire quoi? Que de la même façon que nous sommes capables de faire le lotissement des villes et des villages, routes, champs, l'eau et puis papier, de la même façon, nous devons être capables, et ça se fait, de faire le lotissement du milieu rural. Les géomètres de Côte d'Ivoire, les géomètres africains ont les compétences aujourd'hui avec le GPS, même hier, de faire le cadastrage. On fait le cadastrage, on met les bornes, chaque village a ses limites. Dans le village, on connaît les populations, on sait qui a quelle terre. Et puis, on met les bornes, on fait les servitudes, les routes pour que chacun puisse aller, comme dans les villes, chacun puisse rentrer dans son champ. On fait les remembrements. Vous avez 10 hectares d'un bloc au commencement, mais comme on doit faire les servitudes, votre lot va être coupé en deux. Avant d'aller chez vous, vous êtes obligé de passer chez moi. On arrange. Donc moi, après les routes, je ne me retrouve plus avec 10 hectares, je vais me retrouver avec 7 ou 8. Et puis, on met les bornes et on donne le titre foncier à ces personnes. Il y a une question de fond qui demeure quand même entre les rapports État et individu. À qui appartient toujours la terre? Parce que ce que vous dites là. L'État dit que la terre lui appartient, mais c'est du vol. L'État n'est pas propriétaire de cette terre. C'est l'État colonial qui était propriétaire de cette terre. Mais alors, lorsque le colon est parti, qu'il a donné l'indépendance, en tout cas, il y a eu des transferts de compétences au nouvel État de Côte d'Ivoire, le président Oufoué, ou l'État de Côte d'Ivoire à l'époque, aurait dû dire, le colon est parti, quand il est venu, il avait pris toutes nos terres, c'était pour la couronne de France. Maintenant qu'ils sont partis, qu'ils nous ont donné nos terres, bon, population, reprenez vos biens. Notre État n'a pas fait ça, ils se sont dit, bon, avant c'était pour le colon, maintenant qu'il est parti, c'est pour nous. Moi, l'État de Côte d'Ivoire, donc ces terres-là sont à moi, je vous permets d'en avoir l'usage. Je vous donne des autorisations provisoires d'exploiter. Vous vendez vos terres entre vous là-bas, je ne les reconnais pas. Parce que pour que vous puissiez vendre la terre à votre voisin, il faut que ce soit moi qui signe les papiers qui l'autorise. Et c'est à moi qu'on doit payer. Or, dans nos contrées, les gens vendent les terres sur des bouts de papier. Je voudrais quand même, pour autant qu'on peut être d'accord avec la démonstration sur les terres, le foncier, les populations, les villages, ainsi de suite, pour autant on peut vous rétorquer que depuis 2000, 2010, il n'y a pas eu de recensement. Je crois que le dernier date de 1998. Et vous avez appartenu justement, j'ai envie de dire, à l'ancien régime. Il n'y a pas eu de recensement. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de recensement général de la population. Il n'y en a pas eu. Il était prévu que nous fassions un recensement en 2008. C'était chaque 10 ans. Malheureusement, en 2008, depuis 2003, la Côte d'Ivoire n'a plus eu de programme de gouvernement. Tous les partis politiques se sont entendus autour d'une table, ils ont géré l'État de Côte d'Ivoire ensemble. Et ils ont décidé que la priorité, c'était le programme établi à Marcoussis, la sortie de crise, un point, un trait. Rien n'a été fait. Même les ordures à Abidjan, l'État était capable de les ramasser parce que la priorité, c'est la sortie de crise. Donc le recensement n'a pas été fait. Le recensement devrait normalement être fait maintenant. Et en tout cas, nous avons intérêt, il y a beaucoup de publicité autour qu'un recensement général de la population doit se faire. Nous attendons qu'il se fasse. Et on nous a dit que le budget était en place, que tout allait se faire, mais c'est primordial. Il faut qu'on sache combien de gens il y a en Côte d'Ivoire, où est-ce que ces gens vivent, ils pensent qu'ils sont propriétaires de quoi, combien d'hommes, de femmes, d'enfants, d'élèves, d'étudiants, de chômage. Ça nous fait une belle transition pour parler dans quelques instants de la question de l'identité nationale. Mais j'aimerais terminer sur le foncier. Quel danger représente cette loi que vous demandez de réformer clairement? Le premier danger, c'est que la loi a été confectionnée sans que l'ordre des géomètres de Côte d'Ivoire n'ait été consulté.
Or, le géomètre, c'est son travail de mettre de l'ordre dans les terres. On a fait la loi comme ça. Le deuxième danger, c'est que la loi dit que ne peuvent être propriétaires de terres en Côte d'Ivoire que des Ivoiriens. Je trouve qu'elle est très injuste par rapport aux populations rurales. Parce que si moi, industriel, je viens à Yopougon, juste à côté, et que je dise aux gens, j'ai besoin de 2 hectares pour installer mon usine de transformation de cacao, on me donne le titre foncier, j'ai mon usine, j'ai ma terre. Si je quitte Yopougon, que je vais 15 km plus loin, à Songon, considéré comme zone rurale, que je dis, je veux 2 hectares de terre pour faire ma plantation, on me dit, ah non, la loi dit, vous êtes étranger, vous ne pouvez pas être propriétaire de terre. Pourquoi faire bénéficier la commune de Yopougon des privilèges d'un investisseur qui crée des emplois, paye des impôts, enrichit la commune, et puis priver les frères du milieu rural des privilèges de ce même investisseur qui peut alors créer des emplois pour le monde rural? Je trouve que c'est injuste. Troisièmement, la loi dit que la terre doit être mise en valeur avant d'en avoir la propriété. Mais les parents, dans les villages, n'ont pas forcément les moyens de mettre des terres en valeur. Et puis il y en a qui réservent pour leurs enfants, leurs arrière-petits-enfants. La famille a 100 hectares, le père découpe, donne quelques hectares et puis on réserve. Vous ne pouvez pas envoyer un industriel ou un investisseur récupérer le reste des terres de la famille sous prétexte que vous ne l'avez pas mise en valeur. Voilà les grosses faiblesses. Et le cadastrage doit commencer par là. Et puis la distribution des titres fonciers. Moi, en tant que président de l'Assemblée nationale, ancien ministre, j'ai un lopin de terre dans le village, pas très loin d'Abidjan. Mais pendant 10 ans, j'étais numéro 2 du régime. Pendant 10 ans, j'ai fait mains et pieds pour avoir le titre foncier sur cette terre impossible. Démarche compliquée, procédure longue, aller-retour, les dossiers se perdent, il faut recommencer. Et ça n'a pas été fait. Alors je vous parle de moi. Moi, je parlais aux différents directeurs, aux différents responsables. Je n'ai pas été. Vous imaginez le paysan du village qui ne sait même pas ce que c'est qu'un titre foncier. Et puis, à mon avis, une fois qu'on modifie cette loi, on fait un guichet unique. Le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Économies, tout le monde est là. La propriété est reconnue, les bornes sont mises, on signe le titre foncier, on donne aux gens. Mais l'État doit faire face à une donnée sociologique, culturelle. Elle a dit la question de la propriété rurale. Je vous prends l'exemple d'Abidjan. Oui. La question des ébriers qui ont acquis tous les lots, pratiquement l'État a des difficultés pour avoir ces lots. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que leader? L'État... C'est un volet culturel de la question. Les ébriers sont... C'est un cas que j'ai pris. Oui, sinon, mais je veux dire... Partout dans les régions de Côte d'Ivoire, je veux dire, ils sont là, propriétaires de on purge leurs droits, mais de façon ridicule. De façon vraiment ridicule. Normalement, lorsqu'il y a le titre foncier reconnu, la terre prend de la valeur. Lorsque le titre foncier n'est pas reconnu, la terre n'a pas de valeur. Abidjan, là où nous sommes là, ici, dans vos studios, c'était les champs de manioc et de maïs des populations du village juste à côté. Mputo, lorsque l'Abidjan a commencé, le golfe a commencé à se développer, ils ont acheté ces terres avec les populations de Mputo, purger les droits et puis construire. Et ces populations de Mputo n'ont donc plus de terres agricoles, mais ont un village là qui demeure, vous pouvez aller voir. Si c'est de ce droit-là vous parlez, moi je trouve que ça spolie les droits des populations. Si on fait le cadastrage, qu'on donne les titres fonciers, alors vous allez voir la terre d'Abidjan prendre de la valeur. Voilà. Alors, on n'a plus, beaucoup de temps. Dans notre comptabilité nationale, notre terre rentre pour une valeur zéro. Voilà. Vous vous rendez compte? Allons sur le sujet de l'identité nationale. Oui. C'est un sujet qui, moi, m'intrigue un peu. Quel est le problème aujourd'hui en termes d'identité nationale? On nous a dit, et le régime en place a commencé une forme de régulation, mais où l'opposition n'est pas du tout d'accord, parce qu'on estime que les conditions ne sont pas réunies. Et on sait aussi que si la Côte d'Ivoire a traversé cette longue période de crise, il y avait au cœur un problème
d'identité nationale. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui de réveiller les vieux de Mont en reposant sur la table ce débat sur l'identité nationale? Non, il faut reposer ce débat, mais il faut le reposer dans des termes simples. Il ne s'agit pas de savoir qui est ivoirien de première catégorie ou ivoirien de deuxième catégorie, parce que tous les partis politiques fonctionnent un peu comme ça. Hier, il y avait ceux qui taxaient les autres d'ivoiriens de deuxième catégorie, et puis aujourd'hui, il y a ceux qui taxent les anciens d'ivoiriens de deuxième catégorie. Chacun vient et puis veut faire le rattrapage à sa façon. À mon avis, le cœur du sujet, c'est la question de savoir si oui ou non, un citoyen ivoirien, un Ivoirien tout court, peut avoir la nationalité ivoirienne et une autre nationalité. Est-ce qu'on peut être franco-ivoirien, camerouno-ivoirien, malio-ivoirien, burkinabé-ivoirien? Ça, c'est le cœur du débat. Notre code de la nationalité refuse cela. Pose par principe que si vous êtes ivoirien, que vous allez acquérir la nationalité d'un autre pays, automatiquement vous perdez la nationalité ivoirienne. Et voilà le cœur du débat. Alors que tous ceux qui dirigent ce pays, leurs familles, leurs amis, dans le gouvernement, les bonhommes, ils ont tous la double nationalité. Enfin, pour beaucoup d'entre eux, ils ont la double nationalité. Commençons par le président Ouattara. On sait que l'un des problèmes aujourd'hui, c'est que tout le monde le dit, il a été à un moment donné burkinabé, il a eu un passeport burkinabé, il s'est prévalu de la nationalité burkinabé. Comment on résout ce problème? Parce que comme vous le savez, Mamadou Koulibaly, l'histoire de la Côte d'Ivoire est une histoire atypique. Et les frontières aujourd'hui qui créent des nationalités sont des héritages coloniaux. Je suis d'accord. Oui. Si vous voulez ma philosophie à moi, c'est il ne faut pas laisser les gens tricher avec la nationalité. Se faire des faux papiers pour être national d'un pays alors qu'on ne l'est pas. Et comme on ne sait pas comment poursuivre tous ceux qui trichent, pour moi, il faut modifier le code de la nationalité et donner la possibilité à chaque citoyen ivoirien d'avoir la double, la multiple nationalité. Si je le veux, je suis ivoirien, et puis si je peux devenir sénégalais, malien, je le suis sans perdre ma nationalité ivoirienne. Alors professeur, on refait un peu l'histoire. Nous sommes sous la colonisation, tout le monde est français, on arrive en 1960, il faut définir un ivoirien. Oui. Mais la question ne se résout pas et on la traîne jusqu'à aujourd'hui. Oui, comment est-ce que vous faites pour savoir qui est ivoirien, qui ne l'est pas? Je cherche même pas à poser la question. Ça, ce sont les dossiers lourds, le foncier, la nationalité que le président Houphouët-Boigny n'a pas voulu résoudre, il les a laissés et puis jusqu'à aujourd'hui on n'a pas. Moi je ne chercherai pas à savoir qui est ivoirien, qui n'est pas. Je change le code. N'importe qui, né en Côte d'Ivoire, qui est ivoirien peut devenir citoyen d'un autre pays. J'intègre la possibilité, je donne la possibilité aux Ivoiriens d'avoir la double nationalité. Si vous faites ça, vous ne chercherez plus à savoir qui est ivoirien, qui ne l'est pas. Parce que je peux avoir... Est-ce qu'on ne craint pas encore de retomber dans les problèmes de foncier? Puisqu'il y a des occupants, il y a des gens qui arrivent, qui prennent la nationalité, qui vont vouloir partager la même. Oui, mais c'est parce que vous avez la nationalité exclusive. Et puis, seuls ceux qui ont la nationalité ivoirienne peuvent avoir la propriété de la terre. Je vous ai dit que c'était une disposition invalidante. Et l'autre disposition invalidante, c'est la double nationalité. Pourquoi le ministre peut-il être autorisé à avoir la double nationalité, le député autorisé à avoir la double nationalité, et puis pas le citoyen lambda? Mon fils, je suis Koulibaly, mon fils fait des études aux États-Unis, prend la nationalité américaine, épouse une fille du Gabon et puis font des enfants. Pourquoi vous voulez que mon fils choisisse entre sa nationalité américaine et la nationalité ivoirienne? Je suis ivoirien, j'épouse une Ghanéenne, j'ai des enfants. Pourquoi vous voulez que mes enfants choisissent entre papa et maman? Il est ghanéen ou il est ivoirien, mais il ne peut pas être les deux. C'est ce qui est absurde dans la situation. Si nous devenons plus libéraux sur la question, plus modernes, et puis que ce que nous faisons nous-mêmes, au cadre de l'État, au cadre de l'administration, avec plusieurs passeports, plusieurs nationalités, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, c'est quand ces personnes ont des difficultés dans un pays, qu'elles sont emprisonnées ou qu'elles ont des soucis, c'est là qu'on voit l'ambassadeur d'un autre pays venir et puis on apprend que, en fait,
il est citoyen de l'autre pays. Mais en temps ordinaire, nous, on pense qu'il est citoyen d'ici, mais donnons cette possibilité à n'importe lequel de nos citoyens. Dites-moi, président Mamadou Koulibaly, est-ce que vous pensez que le président Ouattara n'a pas l'intention de faire ce que vous demandez? Non. Lui dit qu'il va donner la nationalité ivoirienne à des prétendus apatrides, qu'il sort de je ne sais où. Et... Non mais attention, ils ne sortent pas de nulle part. Ils héritent d'une situation qui date d'avant 1973. Alors, non, voilà. Je vais vous expliquer. Ils ne sortent pas de nulle part. Il y a eu Est-ce que c'est possible la d'être situation apatride déjà? Voilà, c'est ça la question. Il vivait sur un territoire. Qui peut être apatride aujourd'hui en Côte d'Ivoire? L'apatridie est arrivée avec la succession d'États. Nous étions tous AOF, et puis quand le colon a senti qu'il allait partir, il a divisé les territoires, donc de nouveaux pays ont été créés, et chaque pays a pris une nationalité. Moi, Sénégalais, Wolof de Tiaroy, sous la colonisation, on m'installe à Bassam. Je suis dans le territoire français, je suis chez moi, et puis à l'indépendance, on fait les frontières. La succession d'États a fait qu'en 1962-63, on a demandé à tous ceux qui étaient d'ethnie non comprise sur le territoire ivoirien de dire s'ils choisissaient d'être ivoiriens ou s'ils choisissaient le pays dans lequel se trouve la majorité ethnique de leur à l'origine. La succession d'États a fait que les gens devaient choisir. Et la loi ivoirienne était claire là-dessus. On a donné des délais aux gens. Ces délais sont passés. Un jour, plusieurs années après, en 67 ou 72, là, il a été dit qu'il y a quelques-uns qui ne connaissaient pas la loi, qui ne l'ont pas suivi, qui ne l'ont pas appliqué. Donc, bon, c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais on n'a pas bien expliqué. Donc, on a réouvert la possibilité. Ceux qui étaient dans le cas de succession d'État avec la possibilité d'être ivoirien et d'être ailleurs n'ont qu'à faire le choix. Des délais ont été donnés, ils ont fait le choix, on a refermé. Et puis on arrive à Marcoussis, la question revient sur la table. Ah oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas fait le choix, il faut réouvrir. On a réouvert Non, Marcoussis a même clos. À Marcoussis, ça a été clos. L'accord dit que bon, le code de la nationalité ivoirienne est libéral et clair. Aujourd'hui, on ne va pas rouvrir le dossier. Tous ceux qui veulent maintenant devenir ivoiriens n'ont qu'à suivre la procédure de naturalisation. Et le président Ouattara était autour de la table. Le président du Conseil constitutionnel était autour de la table. Le président Bédié y était, le président Afi y était. Ils ont tous signé cet accord. Alors aujourd'hui, le président Ouattara vient nous dire qu'il y a des apatrides en Côte d'Ivoire. Mais alors ces gens-là ont vécu avec quelle nationalité pendant 50 ans, 55 ans d'indépendance? Eux et leurs descendants, ils n'ont pas fait de permis de conduire, ils ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas eu de compte bancaire, ils n'ont pas eu d'acte de naissance, ils n'ont pas eu de carte d'identité et ils sont apatrides, on ne sait pas à quel pays ils appartiennent. Je trouve que c'est un mauvais traitement de la question. Alors justement, peut-être ce n'est pas dans la même démarche de votre proposition, c'est-à-dire qu'il faut revoir le code. Oui. Si le président Ouattara indique, enfin, s'il souhaite que les 400 000 apatrides deviennent ivoiriens, c'est une partie de la solution par rapport à ce que vous proposez. Non, c'est comme si... Puisque vous dites, Mamadou Koulibaly, que de toute façon, que ce soit des gens venant d'où, à la base, c'est des Africains, c'est les colons qui ont diffusé. Donc, si on régularise 400 000 personnes et qu'on leur donne la nationalité ivoirienne, si on suit votre raisonnement, ce n'est pas grave. Non, c'est grave parce que ce que cela va poser aux législateurs ivoiriens, c'est que ces bonhommes ont déjà une nationalité quelque part et ils vont devenir ivoiriens. Il faut donc qu'ils renoncent à leur nationalité. Ce n'est pas grave puisque vous vous appelez la loi dit que la nationalité est exclusive. On se met en contradiction avec la loi. Or, moi, ce que je dis, c'est cette démarche-là, il faut la laisser tomber. Tous ceux qui veulent deviennent ivoiriens, oui, puis ils ont une autre nationalité, ils ont la double nationalité. On ne va plus aller demander à quelqu'un, dans une poche, tu as montré, tu t'appelles comment? Ouedraogo Camille. Tu as ta carte d'identité ivoirienne. Ouedraogo en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas possible ça. Avec la démarche qu'eux proposent, c'est ce qui va arriver. Et Ouattara a déjà fait ça par le passé. Quand Houphouët-Boigny était candidat en 90, Ouattara, Premier ministre, avec son gouvernement, ils ont fabriqué des cartes d'identité jaunes avec des codes qu'ils ont distribués à l'électorat pour que les gens aillent plébisciter Houphouët-Boigny qui a eu 100%, qui a été élu. Et puis, une fois l'élection terminée,
comme les trucs étaient codés et que lui, il avait instauré la carte de séjour qui devait lui permettre de faire payer leur séjour aux étrangers ici, qu'ils soient étudiants ou travailleurs ou même touristes. Il avait besoin d'argent, il a remis les policiers dans la rue et lui était Premier ministre, son ministre de l'Intérieur était aussi... Mais justement, Ils ont retiré les cartes d'identité des gens, on regarde le code, on déchire, et ça a été à la base de ces frustrations identitaires qui ont conduit la Côte d'Ivoire à cela. Et ce qu'il veut faire va encore être une bombe à retardement pour dans 10 ans. La suggestion que nous faisons, c'est arrêtons de bricoler aussi bien au niveau rural, au niveau du foncier que de la nationalité. Changeons notre code de la nationalité. Les gens en Côte d'Ivoire peuvent avoir la double nationalité, un point. Et leader apporterait peut-être une meilleure solution à l'Assemblée nationale, sauf que c'est pas demain. C'est pas demain, mais vous savez, la contribution d'un parti politique au progrès de la démocratie ne vient pas simplement et exclusivement lorsque ce parti est au pouvoir. La force de propositions, de critiques, de déviations du gouvernement et les propositions alternatives peuvent peut-être inspirer le gouvernement et se dire peut-être que le leader ne raconte pas d'histoire et si on faisait la double nationalité. Ce qui importe pour nous, c'est de trouver des solutions aux problèmes, mais pas d'améliorer notre condition de vie. Mamadou Coulibaly, je veux vous proposer une solution simple. Imaginons qu'au sorti de cette émission, après avoir regardé cette émission, le président Ouattara s'est dit ce que Mamadou Coulibaly dit est très pertinent et vous appelle pour venir mettre en œuvre cela. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui travailler au côté de Ouattara? Est-ce que vous accepterez un poste dans son gouvernement? D'abord, je n'accepterai pas parce que je pense qu'il a suffisamment de monde pour le faire. Et puis, ce que je dis n'est pas nouveau. La double nationalité existe dans de nombreux pays dans le monde. Mais alors, ma question, vous commencez par quoi? Vous commencez par où? S'il m'appelait, d'abord, je dis que je refuserais. Mais si leader était au pouvoir et qu'on devait engager, et je vous redis, la TVA, boum, de 18%, je descendrai à 5%. Les droits de douane. Vous ne pas les questions d'inflation après? Non. Si vous baissez la TVA, au contraire, les prix vont baisser. Oui, mais je veux dire, il y a d'autres personnes qui vont venir injecter l'argent à tout vent et ça risque de créer aussi... Non. C'est ça. Vous baissez les impôts. Regardez aujourd'hui les planteurs de l'EVA. Comment faire des recettes dans ce cas, si on baisse de façon drastique? Vous baissez le taux sur 5 personnes, vous avez un taux faible sur 1000 personnes. Ce que vous perdez en nombre d'entreprises, vous gagnez ça en puissance, en assiette fiscale. C'est vraiment simple. Ça, c'est un. De deux, ça, c'est pour trouver de l'emploi pour les jeunes et puis abaisser l'insécurité. De deux, je vais voir l'ordre des géomètres. Et puis, je leur dis, bon, tout de suite, une proposition, on va attaquer le cadastrage rural. Si vous n'êtes pas en nombre suffisant, allez voir vos collègues géomètres d'Afrique ou d'Europe et puis faites-moi ça le plus tôt. Si ça doit coûter 100, 200, 300, 400 milliards, je suis alors prêt à m'endetter auprès de la Banque mondiale, du FMI ou de n'importe quel bailleur de fonds. Mais pour ça, si cet argent ne suffit pas, je ferai un emprunt obligataire, mais pour le foncier rural, parce que les paysans ont déjà payé suffisamment. Je ne leur demanderai pas de payer de nouveau cette aide. Je donne les titres fonciers. Pendant que les géomètres commencent à bouger, les ex-combattants qui se débattent dans la zone ont du travail pour aller aider les géomètres à faire les routes, le cadastrage. Je m'attaque maintenant. La nationalité, ça c'est une loi. C'est vraiment une loi organique pour dire que bon, le code de la nationalité, les dispositions qui disent que la nationalité est exclusive, c'est terminé. Et désormais, et on termine, il nous reste une minute, une question et on a terminé. À Yao, qui est dans les profondeurs de la forêt, qui a toujours eu son voisin, qui s'appelle, vous le disiez tantôt, Ouedraogo, et qu'un matin, Ouedraogo est ivoirien comme lui, sans qu'il y ait problème. Non, ce que je dis à Yao, c'est que Yao, vous aviez 10 hectares, non? Vous avez vendu 5 hectares à Ouedraogo. Vous avez signé un papier, ça y est là-bas. Moi, l'État, hier, je dis que je ne reconnais pas ce papier. Mais moi, l'État, aujourd'hui, je dis que c'est un contrat entre vous. Vos 5 hectares qui restent là, voilà le titre foncier, c'est pour vous.
Ouedraogo qui a acheté les 5 autres hectares, là, voilà son titre foncier. Mais Ouedraogo n'est pas ivoirien. Maintenant, si Ouedraogo veut devenir ivoirien, Ouedraogo, il est burkinabé, il veut avoir aussi la nationalité ivoirienne pour avoir la double nationalité. Ça, il y a une démarche à faire. Ce n'est pas donné. On fait la démarche pour l'avoir. Mais l'Ivoirien qui est né, si lui décide, si Yao décide que moi, comme Ouedraogo est devenu ivoirien, moi aussi, je vais devenir burkinabé. Aujourd'hui, la loi dit, Yao, si tu deviens burkinabé, tu perds ta nationalité ivoirienne. La nouvelle loi dira, Yao, vraiment, si les burkinabés te donnent leur nationalité, c'est bon. Nous, on n'a pas de problème. La dernière question de Paul, la dernière question était justement parce que bon, le code de la nationalité, il faut le revoir, permettre la double nationalité, tel que vous le dites aussi facilement. Vous avez été numéro 2 au temps de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez soufflé cette proposition et quelle en a été la réponse justement? Parce que à cette époque-là, le problème n'était pas... La proposition a été... Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas des propositions nouvelles me concernant, hein. Que ce soit le foncier, la nationalité, le franc CFA, l'insécurité et l'emploi, mes propositions ont toujours été les mêmes. Mais encore une fois, lorsque nous sommes revenus de Marcoussis, et là où j'ai dit à tout ce beau monde, vous êtes en train de faire fausse route, le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas vos carrières politiques, c'est la situation des populations. On m'a dit, Marcoussis a dit, et puis, il n'y avait plus rien à faire, sauf les lois de Marcoussis. Et lorsque nous avons voté ces lois de Marcoussis, qu'elles n'étaient pas du goût du groupe de travail international, et puis de Ouattara et même de Gbagbo, ils sont allés à Pretoria, et puis ils ont décidé que ce que l'Assemblée a fait là, ça ne leur arrangeait pas. Ils ont pris des ordonnances pour tout modifier. Et à partir de ce moment, l'Assemblée n'avait presque plus de pouvoir. On faisait des ratifications de vieux textes. C'est un vieux discours, ce n'est pas nouveau. Sauf que je n'ai pas encore trouvé dans la classe politique une dynamique et dans l'élite politique une dynamique pour que cette transformation se passe. Ce n'est pas vrai que pour la Côte d'Ivoire, hein. Ce serait vrai pour toute l'Afrique. Si vous regardez la sécurité aujourd'hui, le Mali, prenons le cas du Cameroun, le Cameroun avec ses frontières, c'est 3700 et quelques kilomètres. Le Cameroun n'aura jamais d'armée suffisante parce que 3700 kilomètres, c'est Yaoundé-Johannesburg pour protéger ses frontières. La Côte d'Ivoire, le même problème. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, quand vous regardez les frontières de ces pays, vous avez des milliers de kilomètres. La suggestion de Koulibaly et des leaders, c'est de dire vous ne pourrez jamais vous sécuriser seul, vous ne pourrez jamais vous développer seul. Abandonner ces frontières entre vous. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient à Paris pour ce fameux sommet sur la sécurité et la paix, où on a proposé la création d'une armée spéciale. Là, c'est différent. Là, vous récusez... Ils sont allés à Paris parce que le Sénat parisien et Hubert Védrine, dans un rapport, disent que nous, en France, on a besoin d'emplois. Et pour que nous puissions créer des emplois, il faut que nous proposions quelque chose à ces Africains qui pourrait nous permettre de créer 200 000 emplois ici. L'Afrique, c'est notre chance. Mais alors, si nous, on est la chance de la France, qui est notre chance à nous? C'est le peuple d'Afrique, là. Il faut qu'on facilite le commerce entre ces gens. Védrine, lui, dit le franc CFA marche tellement bien dans les pays francophones que maintenant, il faut qu'on l'élargisse aux pays voisins des pays francophones. Le Ghana, le Libéria et les autres n'ont qu'à rentrer dans le franc CFA. Mais nous, Africains, on dit quoi? Ces frontières-là nous handicapent. Pour partir de Côte d'Ivoire au Ghana, de Côte d'Ivoire au Nigeria, du Cameroun au Gabon, même de Côte d'Ivoire au Cameroun, le simple franc CFA là n'a pas la même valeur, alors qu'on est supposé dans la même zone. C'est cette entourloupe. Pour parler de la sécurité, on n'a pas besoin d'être Hubert Védrine pour savoir que le terrorisme menace la sous-région. On n'a pas besoin de faire un procès à la France pour ça, je veux dire. Je dis ce que c'est parce qu'il m'a dit que c'est pour cette réunion qu'ils étaient là-bas. C'est pas du tout la vraie raison. Il y a tout cela dedans. La sécurité sous-régionale. Ce que j'ai dit, la sécurité sous-régionale ne peut pas dépendre des pays individuellement. Abandonnons nos frontières internes. Si la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal se mettent ensemble... Je pense que c'est pour cela qu'ils sont allés. Ils sont allés parce que Paris... Est-ce qu'ils ont besoin d'aller à Paris pour parler de la sécurité? Mais c'est parce que Paris a une stratégie
de relance de son activité parisienne. Alors que Paris nous a toujours dit que les économies africaines comptaient pour du beurre. Pour la France, c'est 0,01%. Et là, brusquement, Paris nous dit attention, si nous arrivons à bien manager avec l'Afrique, on peut créer 200 000 emplois chez nous. Faites venir nos homologues africains et puis proposons-leur une stratégie. On va les aider, État, et puis ça va nous aider ici. Mais nous, État africains, on fait quoi? Et ce que je propose là, c'est commençons par donner du pouvoir à nos populations, abandonnons ces frontières, faisons du business entre nous, au lieu d'avoir 10 000 kilomètres à protéger, on n'a qu'une seule kilomètre et un seul kilomètre. Alors, Paulin, peut-être Sébastien nous permet. Paulin, on va un peu revenir avec vous sur un livre encore, un livre qui vient de paraître sur la Côte d'Ivoire, enfin, qui est paru exactement le 7 décembre dernier. Le 5. C'est le livre du journaliste camerounais Charles Onana qui est reconnu pour des livres que j'ai envie de dire souvent à caractère incendie. Il avait déjà écrit, on se rappelle, Côte d'Ivoire, le coup d'État. Et cette fois-ci, il revient avec Côte d'Ivoire, la rupture. France-Côte d'Ivoire, la rupture. France-Côte d'Ivoire, la rupture. Vous nous faites un peu l'économie de ces livres. Justement, France-Côte d'Ivoire, la rupture, donc paru le 5 décembre, précisément aux éditions du Boiris. Et l'auteur est bien le journaliste investigateur de renom, Charles Onana. Donc, France-Côte d'Ivoire, la rupture, confidence et documents secret qui vient donc de publier, c'est à peu près 384 pages dans la collection Secret d'État. Et donc ce livre, tout fraîchement sorti, remet un peu au goût du jour la question de l'enquête de la justice française qui est encore en cours avec des bombardements de Bouaké et apporte quelques preuves accablantes, on va dire, sur les crimes des rebelles d'Alassane Ouattara. Jusqu'ici, je cite livre ouvert par la communauté internationale et non encore soulevé par la Cour pénale internationale. Et il y a un certain nombre de questionnements qui sont donc qu'on peut retrouver dans ce livre. Je soulève quelques-unes d'entre elles. Alors, l'auteur demande pourquoi les avions Sukhoi 25 des forces aériennes ivoiriennes ont-ils bombardé le camp militaire français le 6 novembre 2004 à Bouaké, faisant 9 morts et 38 blessés parmi lesquels les soldats français. Le président Gbagbo était-il réellement l'auteur de cette initiative ou s'est-il fait piéger? Pourquoi Michel Ayomari, ministre français de la Défense, a-t-elle, à cette époque-là, refusé d'arrêter les mercenaires biélorusses qui ont bombardé ce camp français? Et pourquoi a-t-elle menti au juge chargé de l'enquête? Que savent précisément les autorités françaises des crimes commis par les rebelles avant de les inviter en France pour signer les accords de Marcoussis en 2003? Pourquoi aucune enquête judiciaire n'a-t-elle jamais été ouverte sur l'assassinat de Français, y compris même des militaires de la force Licorne par les rebelles en Côte d'Ivoire? Jusqu'où les crimes commis par les rebelles ivoiriens encensés par les médias internationaux sont-ils tolérés par les dirigeants français? Autant de questionnements, on ne peut pas s'arrêter. Pourquoi, par exemple, les analystes et les rapports de très hauts responsables français, en l'occurrence de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, ou de l'ancien conseiller de l'Élysée aux affaires africaines, n'ont-ils jamais été pris en compte par Jacques Chirac et son gouvernement? Comment, par exemple, expliquer la haine que certains dirigeants français vouent à l'ancien dirigeant Laurent Gbagbo au point d'en faire un ennemi de la France et au terme donc d'une enquête judicieuse et à partir, on va dire, de nombreux témoignages et des rapports, je dirais, ultra confidentiels, Charles Onana apporte de nombreuses révélations voilà, sur ce qui est réellement passé à Bouaké et détaille dans quelles circonstances les auteurs du bombardement ont été libérés alors qu'ils étaient détenus au Togo. Président Mamadou Coulibaly, vous ne l'avez pas encore lu le livre, peut-être une réaction par rapport à ce livre qui revient sur des choses qu'on croyait derrière. J'attends avec curiosité, non pas les questions maintenant, mais les réponses. Parce que ces questions sont connues depuis novembre 2004. Ouais. Et il y a des éléments de réponse les rapports confidentiels dans le livre. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'un journaliste d'investigation comme Charles Onana
fait pour entrer en possession d'un certain nombre de documents aujourd'hui classés secret défense? Je ne sais pas. Ben, c'est la sacro-sainte loi de la source. Oui, on a peut-être envie de dire, vous qui avez été au sommet de l'État, vous savez qu'il y a des documents classés secret défense. Quand on les retrouve dans la presse ou dans un livre publié par un journaliste... C'est qu'ils ne sont pas vraiment classés secret défense. C'est qu'il y a une volonté... Vous savez, les Africains pensent souvent que beaucoup de choses sont secrètes. En réalité, elles sont ouvertes dans des livres sous leurs yeux, mais comme nous ne nous intéressons pas à la recherche, à l'investigation, on ne découvre pas. Pendant longtemps, moi, on m'a dit que les accords de défense entre la Côte d'Ivoire et la France étaient des accords secrets. Et les accords étaient sous le nez, je les ai publiés, commentés. Tout le monde regardait, et puis on m'a dit c'est caché. Arrivé à l'Assemblée, j'ai trouvé les lois de ces années-là, ces accords-là étaient publiés dans le journal officiel, je les ai publiés pour tout le monde. Il y a, ah bon, c'était comme ça, c'était vrai alors. Mais ça y est là, c'est pas vraiment secret. Je pose la question à Mamadou Coulibaly autrement. De par le titre en lui-même, France-Côte d'Ivoire, la rupture, est-ce, je vais dire, ce qui était comme très grand amour à un moment, peut-être entre deux hommes, est devenu une rupture aujourd'hui. Quand on sait par exemple que le pouvoir a changé de main. Moi je voulais poursuivre pour demander, est-ce que leader peut envisager une rupture véritablement? Bon, peut-être que le mot rupture mériterait d'être analysé sérieusement, parce que leader a été fondé sur la philosophie de la rupture, mais ce n'est pas une rupture. Foutez-moi le camp, on ne se parle plus. Nous, c'est une rupture avec nos vieilles pratiques. Parce que je me suis rendu compte, moi, que l'élite africaine, pour bien se battre contre les puissances spoliatrices, avait souvent du mal à avoir un vrai leadership. Les gens se battent, mais c'est juste pour se positionner eux-mêmes dans une certaine cote de Paris. Pas pour changer la situation en Afrique. On a vu des chefs d'État qui avaient des discours de gens qui voulaient rompre, et puis une fois assis au pouvoir, ils se sont dit, bon, moi je vais faire camaraderie maintenant avec Paris, parce que bon... C'était peut-être le cas de l'ancien président Laurent Gbagbo, vous savez qu'on lui oppose. Moi, la question que je voulais vous poser pour sortir de cette émission par rapport un peu au livre de Charles Onana, parce que ce qu'il essaye de démontrer dans le livre, c'est que la France a décidé à un moment donné de renverser Laurent Gbagbo parce qu'il l'avait désigné comme ennemi de la France. Alors vous qui étiez, j'ai envie de dire, dans les secrets de Dieu, au très fond du pouvoir ivoirien, est-ce que vous avez senti à un moment donné qu'il y avait un véritable complot de la France pour renverser votre régime? Oui. Lorsque j'étais dans la salle de réunion de Marcoussis, j'ai vu le juge constitutionnel français ourdir quelque chose qui n'avait rien d'un accord de sortie de crise, mais qui m'avait tout l'air d'être un coup d'État qui a fini par se faire beaucoup plus tard. Mais ça, je l'ai dit à tout le monde. Mais je me suis retrouvé solitaire dans ce pays-là parce que tous les partis politiques m'ont dit cet accord-là est bon pour la paix, on prend. Coulibaly était seul à crier aux populations, mais attention, ce n'est pas un accord, c'est un piège. Alors, j'ai senti cela lorsque la rébellion a éclaté et que nous avons demandé à la France d'appliquer les accords de défense et que nous avons reçu une fin de non-recevoir de Paris. Alors que des accords étaient là. Et c'est là que je suis allé regarder ces accords-là de près. Mais nulle part dans ces accords, alors que tout le monde l'appelle accord de défense, accord de coopération militaire, nulle part dans ces accords, vous ne trouvez inscrit explicitement que si l'État de Côte d'Ivoire était attaqué, la France interviendrait pour nulle part. Mais vous trouvez par contre que la France ferait la formation des militaires, l'armée française vendrait des armes à l'armée ivoirienne, l'armée ivoirienne achèterait ses équipements, et puis au prix de tout cela, vous trouvez une sorte d'annexe 2 cachée plus loin qui dit que, bon, pour tous ces services que l'armée française, encadrement, formation, éducation, des accords commerciaux, toutes les matières premières
de Côte d'Ivoire connus et non connus sont propriété de la France. Et si la Côte d'Ivoire veut les céder à quelqu'un d'autre, il faut l'autorisation de la France. Mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule qui avait signé ce type d'accord. C'était les anciennes colonies. Moi, j'ai senti cela à différentes reprises parce que quand le même événement est arrivé au Tchad, l'armée française est allée protéger le régime constitutionnel. En Côte d'Ivoire, ils ont plutôt soutenu la rébellion contre le régime constitutionnel. Je me suis posé des questions et je continue de me poser des questions. Merci beaucoup, Président Mamadou Koulibaly, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir permis de faire ce tour panoramique de certains sujets importants de la Côte d'Ivoire. Et on espère vous avoir, pourquoi pas très prochainement, pendant les élections de 2015. Peut-être là, on recevra le candidat Mamadou Koulibaly. Si nous avons longue vie jusqu'à cette date. Parce que l'insécurité est telle que bon. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Nous marquons un léger arrêt et nous revenons pour la deuxième partie de cette émission qui sera une partie, comme vous l'imaginez, beaucoup plus légère. Et je remercie nos confrères de l'Inter, Sébastien Kouassi, d'être venu nous aider à mener cette interview. Madame, Monsieur, à tout de suite. Et toi? Je t'assure qu'il est accueillant, chaleureux et sérieux. Il me satisfait en temps réel. Raconte-moi tout. Je ne suis même plus obligée de me déplacer. Il est partout, disponible pour mon seul plaisir. Il me fait même faire des économies. Et je veux bien le partager avec toi. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais qui te gâte comme ça? Ta copine. Il s'agit du transfert d'argent C-Cash du Crédit communautaire d'Afrique. CCA? Oui, petit jaloux. Pour envoyer et recevoir de l'argent partout au Cameroun, il n'y a pas plus rapide et moins cher que C-Cash. Crédit communautaire d'Afrique. La finance au cœur des traditions africaines. Bonjour, que vous évoque Express Union? Vous voyez, mon commerce, c'est à Express Union que je le dois. Grâce à Express Union, mes enfants me viennent en aide pour le paiement de mon loyer. Mon bébé était malade, mais grâce à Express Union, son papa a pu réagir à temps pour les soins et les médicaments. Depuis plus de 15 ans, Express Union transfère la joie de vivre à travers tout le Cameroun. Express Union, le numéro 1 de l'envoi rapide d'argent. Nous sommes de retour, Madame, Monsieur, sur ce plateau de Sans Rancune pour une deuxième partie d'émission. Je vous préviens déjà, préparez vos côtes parce que nous recevons la grande équipe de l'émission After Work sur Nostalgie, qui est principalement la première radio ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et j'accueille Varol, qui est le présentateur, qui a eu l'idée, j'imagine, de réunir autour de lui les meilleurs humoristes ou alors les meilleurs imitateurs ivoiriens pour faire une émission qui est devenue quasiment une religion chaque soir sur Nostalgie. Varol, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, je suis très heureux que vous nous receviez sur ce plateau, dans la mesure où l'idée, elle est venue, c'est une idée loufoque. Quand on sortait de crise, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut plaire aux Ivoiriens? Dans la mesure où on avait plus ou moins épluché tous les concepts télé, radio, entre griffes, puisque je pense qu'il peut en exister encore. Et si on essayait de faire du président Ouattara un président présentateur de radio. Voilà l'idée de base sur laquelle on est parti. Et donc, tout de suite, je dis, Chouken est un peu comédien, il peut correspondre à l'esprit. Et c'est là que j'appelle Chouken, je lui parle du projet. Et je lui dis, Chouken, voilà l'émission, elle va s'appeler After Work. Et toi, le but dedans, c'est que tu imites Ouattara en présentateur loufoque d'émissions radio. D'accord. Alors, j'ai beaucoup de plaisir d'accueillir Chouken Pat, beaucoup de plaisir et même d'émotion, parce qu'on ne s'est pas vu depuis quoi, 2010, je pense. Chouken Pat, qui était déjà le chroniqueur de Sans Rancune, c'était une très très belle aventure. Chouken, bonsoir. Mais bonsoir Jules, bonsoir Paulin. Je suis très heureux aussi de partager ce plateau, parce que je me retrouve un peu en 2010, où nous avons été vraiment confidents, pour ne pas dire des... Très très proches. Le mot me manque. Complice. Très complice, parce que tu m'as permis de montrer une certaine
frange de la population. Mon humour qui était un autre genre d'humour qu'on présentait aux Ivoiriens généralement, au monde africain. Parce que c'était rare de voir des présentateurs humoristes qui pouvaient critiquer en tournant en dérision l'état de la société, en caricaturant des chefs d'État. Et tu m'as donné ma chance. Et je dis, à partir du plateau de Vox Africa, on a découvert un Tukelpat qui était imitateur. D'ailleurs, au Cameroun, au Togo, voilà. Au Mali, et surtout en Guinée, Moussa Dadis Camara, qui était le personnage. Mais vous comprenez que c'est sur ce plateau-là, vous avez fait la part belle à ma personne de Dadis. Vous savez ça. Et quand nous avons pris le pouvoir au CNDD, nous avons dit qu'avec Vox Africa, je pouvais parler. Et quand j'ai parlé là, c'est seulement des décharges de chevrotines que j'ai reçues en échange. Donc je crois que vous avez contribué aussi à l'essence émergente de ma personne. Mais vous avez aussi été des vendeurs d'illusions. Ça m'a choqué. Voilà. Alors, mais qu'est-ce que vous devenez, Moussa Dadis? Parce qu'en réalité, on vous entend plus. Mais vous comprenez que vous allez poser la question au président Blaise qui a su me donner gîte et couvert. Et avec lui, j'ai vraiment été couvert. Parce qu'il a fallu qu'il pense un instant pour que je puisse me retrouver. Et vous savez, en Guinée, là, quand nous avons pris le pouvoir, là, en Guinée. Il n'y a pas haine au début. Arrêtez de me discuter. Vous êtes un journaliste. Vous posez les questions. Moi, j'y réponds. Si vous continuez, je vais vous rentrer dedans. Voilà, ça c'est le Dadis Camara, un personnage qui a... Peut-être que là, on devrait laisser Varol, on veut revivre un peu l'ambiance. L'ambiance de Afterwork. Déjà nous redonner l'heure. Hein, déjà nous donner l'heure. Déjà, c'est une quotidienne du lundi au vendredi sur Nostalgie, 18h, 20h. Voilà, donc on va tenter... mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Afterwork. L'occasion pour moi évidemment de saluer l'ensemble de nos présidents. Monsieur le Président Lascobile, bonsoir. Alors je salue avec déférence toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, je vous salue. Monsieur le Président Henri Konan Bédié, bienvenue, vous préparez votre convention, ça va, vous êtes bien mis? Vous savez, je suis très heureux, mais il y a des gens qui n'avaient pas leur place sur ce plateau, mais dommage que Vox Africa a pensé à eux. Ce sont des minables médiateurs que je n'ose pas citer. Je vous remercie. On reviendra au médiateur tout à l'heure, mais le temps de parler avec le président Paul Biya. Bonsoir. Comment ça va au Cameroun, monsieur Paul Biya? Ça va au Cameroun. Nous, au Cameroun, nous avons donc dit donc. Nous avons donc dit donc. Notre manière, une vision donc de voir les problèmes. Vous êtes vraiment fatigué. Laissez le pouvoir. Alors, nous allons aller du côté du Sénégal retrouver monsieur Macky Sall, monsieur le président. Le peuple sénégalais est fier de parler du Sénégal dans toute son essence. Alors que l'Afrique est actuellement au chevet de la France qui a besoin de ses pères africains pour donner une certaine impulsion de la sécurité sous-régionale. Alors je crois que... Monsieur Dadis Camara, merci, on en a assez pour... C'est bien, beaucoup. Vous confondez maintenant Fall et Dadis. Ah, Fall et Dadis. D'accord, ne confondez pas, évitez les saletés de mots. Nous avons le président facilitateur, monsieur Blaise Compaoré. Bonsoir. Bonsoir, Varol. Nous vous remercions. C'est avec un immense plaisir que nous avons accepté d'être sur le plateau de Vox Africa. N'importe quoi. Vous savez, il y a des personnes qui sont vieilles et qui ont la couleur du caméléon. On ne sait pas quel genre de personnes. Tantôt ils sont verts, tantôt ils sont rouges. On les retrouve au Burkina. Alors on les retrouve en Côte d'Ivoire et ils nous en méritent. On s'en moque de tout ce qu'ils nous disent. Et je crois que c'est ça, c'est votre bonsoir. Nous sommes très heureux d'être sur votre plateau en tant que médiateur. Et le président Mamadou Issoufou du Niger. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça va, on dit bonsoir, ça va. Pardon, vous permettez qu'on bosse un peu. Je salue les populations Hausa qui regardent Vox Africa. Barari ashika babu Allah ku wi mi go hihu go barago ba. Tanu kumbaya shika bingan kalaga nar to madalla. Voilà tout petit peu l'ambiance. L'Afrique a perdu sa valeur. L'Afrique n'a pas perdu quelle valeur? Nous ne sommes plus là, voici des gens. Au lieu de saluer, ils font un chapelet de... pas de mendicité.
Mais Baron, est-ce qu'on pourrait un peu nous permettre de vivre? Parce que vous savez, l'Afrique a perdu une immense personnalité. Il me semble bien que c'était également l'occasion de lui rendre un vibrant hommage. Et ça, on l'a suivi sur Nostalgie. À Mandela, évidemment, on a demandé à l'ensemble de nos présidents, peut-être revivre ça avec vous. Tout à fait. Monsieur le Président Alaskobil, vous avez connu... On précise bien que le président Alaskobil, c'est le président Alassane Ouattara. C'est vrai qu'on connaît la voix. C'est la partie chocotité de ma personne. Voilà, de temps en temps, il faut sortir les sentiers battus. Monsieur le Président Alassane Ouattara, hommage rendu à Nelson Mandela, en quelques mots. Alors, vous savez que Mandela a écrit de belles pages de la résistance africaine. Alors, je suis très émotif, vous le savez. J'ai pleuré au Gabon. Pour Mandela, alors c'est... Vous savez, je suis étreint. Monsieur le Président, Alassane Ouattara a été éteint par l'émotion. On va demander à Monsieur Henri Konan Bédié. Monsieur le Président Henri Konan Bédié, alors qu'est-ce que cela vous inspire, hein, la mort du président Nelson Mandela? Il a tout donné. Et il y a des gens qui devaient partir à sa place, mais qui sont restés dans la chambre. Mais tous nos téléspectateurs, je vous demande de faire comme lui, d'avancer nous. Monsieur le Président de la République sœur du Burkina Faso, en quelques mots, que vous inspire justement il est content, il est content. Vous savez, je ne dirais pas que ça me fait plaisir que Nelson Mandela parte, mais il faut dire que c'était une personne qui a apporté beaucoup pour l'Afrique. Et quand une personne comme ça part, ça fait mal. Mais il y a des personnes qui sont à côté de nous, qui ne font rien, qui passent leur temps à parler mal. Ils sont là encore, qui souhaitent... Alors, s'il vous plaît, arrêtez la guerre. Vous savez que les grands hommes sur cette terre aiment partir les mois de décembre. Merci. Nous allons intervenir sur la question Mandela. Monsieur le Président Paul Biya, on s'attendait à ce que vous soyez... Vous précédiez Mandela, mais vous êtes encore là, et que vous inspire la mort de Mandela. Il est sur la liste. Comment je ne vous en tiens pas rigueur? Vous savez donc que nous, au Cameroun, nous avons un principe de longévité. Tu vas vomir un jour en parlant comme ça. Alors, laisse le président Biya s'exprimer. Quand donc nous, au Cameroun, nous avons été choqués. Mais vous savez, Bédié, votre rancœur tenace fait que vous risquez de partir. Monsieur le Président, votre mot pour finir sur la mort de Mandela. Je sais que vous en voulez à Monsieur Bédié, mais bon, il va falloir aller un peu vite. Vous savez, ma longévité au pouvoir l'irrite. Qu'ils comprennent qu'il n'est même plus l'homme président. C'est à cause de Ouattara qui fait son tango. Sinon, merci beaucoup. Voilà l'ambiance de l'émission. Il faut peut-être qu'on arrête parce que là, on va mourir. Hein, on va mourir carrément de rire sur ce plateau. En tout cas, félicitations à toute cette belle équipe et à Warhol qui coordonne cette équipe. On rappelle, le rendez-vous, c'est bien After Show. After Work, du lundi au vendredi sur Nostalgie. Pour ceux qui sont au Cameroun, ils peuvent nous avoir sur le net, www.nostalgie.ci. Merci en tout cas. Alors la dernière question, c'est, moi je suis un peu surpris de voir que sur Nostalgie, on peut rire comme ça, imiter le président et rire. Alors qu'on sait par exemple que sur la RTI, la télévision nationale, il y a plein de gens qu'on rencontre qui nous disent qu'ils sont interdits d'accès là-bas, ils ne peuvent pas. Est-ce qu'à Nostalgie, vous n'avez pas ce type de problème? Déjà, on n'a pas ce type d'handicap. Nous, on est une télé, on est une radio privée, donc on essaie d'apporter quelque chose de neuf. Ce qu'on a eu comme retour, parce qu'au départ, c'était after work jusqu'à où? Jusqu'à quand du moins, parce qu'à tout moment, on pouvait franchir la ligne rouge, la zone de non-retour. Mais on a un super bon retour avec les hommes d'État, notamment les ministres qui nous appellent souvent pour nous dire qu'ils aiment bien ce qu'on fait, continuer dans ce sens et tout ça. Et la preuve, les ministres de la République sont reçus dans l'émission. Donc aujourd'hui, nous, on essaie d'avoir sans parti pris, ni rancœur ou quoi que ce soit, une analyse de l'actualité selon les problèmes que vivent les populations. Donc cette analyse loufoque, pleine d'humour. Et je pense qu'avec l'avantage avec l'humour, c'est qu'on peut faire passer tout.
c'est moins choquant qu'un vrai débat. Merci. Voilà. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe et on vous souhaite beaucoup de courage. Et à Choukenpat, on l'attend toujours au Cameroun. Il est très populaire au Cameroun. Ça, je présume. Voilà. Et il verra. Pour finir, moi, en tant que médiateur, comme le président Mandela était une personne qui facilitait, qui aimait la paix aussi, nous réclamons son depuis au Burkina Faso. Son quoi? Merci en tout cas. Merci en tout cas. Vous réclamez son Madame, depuis. monsieur, nous marquons un arrêt et nous venons terminer cette émission. Nous allons recevoir tout à l'heure quelqu'un qui est spécialiste des réseaux sociaux. Il va venir nous parler du boom de ces réseaux sociaux ici en Côte d'Ivoire. À tout de suite. Nous sommes de retour, madame, monsieur, après des fous rires sur le plateau de Sans Rancune et nous accueillons notre dernier invité pour cette édition, monsieur Diaby, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va dire, vous travaillez pour une structure, vous êtes le promoteur d'une structure qui s'appelle Walea, qui est spécialisée dans ce qu'on peut appeler les nouveaux médias, notamment tout ce qui est réseaux sociaux et tout. Alors, la première question, c'est de savoir pourquoi vous décidez d'investir dans un secteur aussi virtuel que celui-là. Pas forcément virtuel, je dirais déjà parce que c'est ma formation et parce que c'est l'avenir de la communication et du marketing. Donc aujourd'hui, arriver à profiter des nouvelles technologies pour mettre en place des mécanismes qui fonctionnent mieux et qui viennent compléter les mécanismes traditionnels qui existent. D'accord. Oui, Paula. Oui, précisément. Alors, construire des mécanismes, on va comprendre ça. Est-ce d'un côté des services que vous offrez, je ne sais pas trop, à des structures ou alors vous construisez plus de services offerts aux entreprises pour leur permettre de mettre en place une stratégie de marketing en utilisant les nouvelles technologies, donc en utilisant l'Internet, en utilisant des outils interactifs, en leur permettant d'être plus présents sur Internet. Et quelle est la réception, par exemple, de ceux qui sont votre potentiel client? Parce que c'est une nouvelle technologie en Afrique, mais on sait avec un petit recul, une structure qui vous offre un type de service avec le côté de voiler un certain nombre de choses. Quelle est l'appréciation que vous avez de... On va dire que le marché est de plus en plus mature. Il y a quelques années, c'était un peu plus difficile, mais aujourd'hui, le marché est plus réceptif à l'offre. On arrive de plus en plus à faire comprendre aux entreprises qu'il est important d'utiliser Internet pour communiquer. D'accord. Alors, dites-nous, quel type de service vous offrez spécifiquement? Si, par exemple, une entreprise comme la nôtre, comme Vox Africa, vient vers Walea, quels sont les types de services que vous pouvez nous proposer? En fait, ce qu'on va essentiellement proposer, c'est comment aider l'entreprise à assurer sa présence sur Internet. En utilisant un certain nombre de leviers à 360 degrés, donc intégration dans le marketing, intégration dans la communication, développement d'outils, donc ça peut aller du site web à l'application mobile, et surtout donner tous les leviers qui vont permettre d'intégrer vraiment une activité marketing, donc vraiment développement de l'activité et rentabilité en utilisant tous les leviers avec la technologie. Est-ce qu'on a quelques exemples des personnes avec lesquelles vous travaillez en ce moment? On va dire que vous êtes client déjà. Enfin, Vox Africa déjà. Vous voulez pas citer les autres? On ne va pas citer les autres. On ne va pas faire de la publicité gratuite. Alors, dites-nous un peu, et on termine par ça, la communauté web ivoirienne. On sait que c'est l'un des pays, notamment en Afrique, où les gens se sont rapidement intéressés à cette affaire. Est-ce qu'il existe une réelle communauté? Si oui, comment est-ce que cette communauté-là fonctionne de manière quotidienne? Oui, il y a une communauté qui s'est véritablement créée à partir de 2008 et donc qui est montée en puissance, qui a été très présente pendant la crise, donc qui a lancé un certain nombre d'initiatives avec des hashtags suivis, des opérations sociales sur Twitter et Facebook et qui aujourd'hui est en train de se spécialiser pour aller vers, on l'espère, un boom comme la Silicon Valley. D'accord. Et vous avez espoir que les réseaux sociaux peuvent permettre justement à peut-être la Côte d'Ivoire de pouvoir atteindre ses objectifs, notamment d'émergence? Quel peut être le poids économique de ces nouveaux médias-là dans un pays comme la Côte d'Ivoire? On va dire que le secteur de nouveaux médias est celui qui pourrait vraiment accompagner la politique de création des 2 millions d'emplois. Parce qu'une start-up peut facilement recruter 5 à 10 personnes. Si elle a la possibilité de se créer, c'est la possibilité de trouver les clients qu'elle veut trouver sur le marché. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venu sur notre plateau. On rappelle la structure, c'est bien Walea, justement. Et si vous avez peut-être un contact, parce que
c'est le moment de... C'est quoi le contact? Vous êtes Pour basé à retrouver toutes les Abidjan? informations, nous sommes basés à Abidjan. Pour retrouver toutes les informations sur le site web www.waleya.com. Merci beaucoup, M. Diaby, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, Denda. Paulin, merci. Paulin qui est resté tout seul avec moi, merci. Et on remercie aussi Sébastien Kouassi, nos confrères de l'Inter qui étaient là pour la première partie, ainsi que nos amis d'Afterwork de Nostalgie. Madame, Monsieur, c'est sur ce que nous prenons congé de vous. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Sans Rancune. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.